La santé, vous le savez, a malheureusement été un élément absent du débat public pendant de nombreuses années. Il aura malheureusement fallu une violente pandémie pour qu'elle réapparaisse à notre agenda et avec elle fasse apparaître toutes les failles et toutes les défaillances structurelles que peut connaître aujourd'hui notre système. De la multiplication des déserts médicaux à la pénurie de talents, des dysfonctionnements de l'hôpital en passant par la non-adhésion thérapeutique des patients, l'explosion des pathologies chroniques et la crise de sens vécue par les soignants, on ne compte plus les chantiers à résoudre, le tout dans un climat de défiance générale envers la science et la santé. Les maux de notre système de santé ressemblent de plus en plus aujourd'hui à un tonneau de Danaïde qu'aucun Ségur ou CNR ne pourra malheureusement colmater efficacement. En parallèle, nous sommes les témoins d'une véritable révolution quantique animée par des innovateurs, des acteurs du numérique et des visionnaires du secteur de la technologie qui ambitionnent de diffuser leurs solutions à l'échelle mondiale, mus par une volonté de combattre les effets de la vie et à terme la mort. Notre système de santé se retrouve donc confronté à des défaillances structurelles qu'il semble avoir du mal à solutionner. Le tout exposé à d'importantes transformations exogènes qui vont venir le bousculer jusque dans ses fondations. Dans cette optique, il est nécessaire de préparer au mieux son avenir en consolidant ses fragilités dès aujourd'hui. C'est donc l'objectif de l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens, animé par une quinzaine d'experts apportant chacune et chacun leur expertise et leurs solutions sur ce sujet. Nous avons ainsi le plaisir de vous livrer ce soir les différentes réflexions et les différentes propositions de la part de nos experts, ainsi que de d'autres experts institutionnels, médecins invités, qui viendront confronter leur expertise, leur expérience sur ces différents sujets. Avec eux, nous discuterons notamment des transformations exogènes et endogènes vécues par la santé à l'avenir, de l'évolution de la pratique de la santé, mais également des nouveaux métiers émergents, des nouveaux métiers à consolider, du changement dans l'exercice de la médecine, des formations et bien évidemment des différentes réformes à impulser dès aujourd'hui pour préparer au mieux l'avenir de la santé. Nous commençons tout de suite avec une petite discussion sur les mutations à venir dans le domaine de la santé. Et à ce titre, j'ai le plaisir de recevoir Isabella Demani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la CEO d'Inspiring Futures et vous êtes aussi auteur de 2 essais remarqués sur le sujet, Emma, naissance d'une biocitoyenne et dernièrement 2050. 2050, si vous pouvez nous résumer en une phrase. En quelques mots, roman d'anticipation qui se plonge dans la vie d'une petite fille qui est née en 2018. On traverse sa vie jusqu'en 2050 et on raconte surtout son histoire médicale et du coup les innovations qui vont la toucher. Donc très concret sur le futur de la santé. Un excellent essai qu'on conseille à tous nos téléspectateurs. Et à ma gauche, monsieur Philippe Charpentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le sous-directeur des ressources humaines du système de santé à la DGOS. La DGOS en un mot ? La Direction générale de l'offre de soins au sein du ministère de la Santé qui s'occupe d'organiser les soins, à la fois en termes d'implantation des établissements, des structures, mais aussi, justement, c'est mon travail de ressources humaines. Parfait. Alors, on a un petit quart d'heure tous les trois, tous ensemble. Là, le but, c'est de réfléchir un petit peu à toutes les mutations qui vont du coup concerner notre système de santé. On en a, sans révéler la suite, isolé 3. Isabella, la première d'entre elles, la révolution technologique, je vous laisse la parole. Oui, effectivement, je crois que ces dernières semaines, voire mois, on a eu vraiment beaucoup d'annonces assez vertigineuses. L'annonce de l'Euralink avec les premiers essais de connexion homme-machine. Également, le fait d'avoir réussi à faire remarcher une personne tétraplégique avec les essais et le pont digital entre le CEA et le PFL. Et puis encore, très récemment, les annonces d'Apple sur le nouveau système de réalité virtuelle. Donc on le voit bien, ces éléments-là vont complètement révolutionner le domaine de la santé. Ça nous paraît encore être de la science-fiction. Pourtant, là, on en est déjà au stade des essais et potentiellement, dans certaines années, au stade de l'implémentation. Par rapport à ça, on sait aujourd'hui que le système de santé se transforme assez lentement. On parle des métiers, ça prend 10 ans à former un médecin. D'où l'importance d'adresser le sujet aujourd'hui, de comment on anticipe et vers quel type de besoin on doit aller. De manière très simple, on connaît aujourd'hui les besoins, les grandes tendances en termes démographiques, vieillissement de la population. On sait qu'il y a un énorme sujet sur la santé mentale. Le dernier rapport La Ville, par exemple, sur l'obésité. Donc ces grandes tendances-là, on les connaît et on sait qu'il faudra répondre à la question quel médecin on met en face, quel type de spécialité, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui doivent répondre à ça. En parallèle de ça, effectivement, d'un point de vue plus sociologique, on a des aspirations aujourd'hui qui sont très fortes,
vers les jeunes générations, qui est du sens au travail, qui est des conditions de travail qui sont différentes, avec un sujet là aussi de la santé mentale qui touche la population générale, mais de manière aussi très spécifique l'ensemble du personnel soignant. Donc on a vraiment ces deux éléments-là. On voit les tendances, on voit les aspirations des jeunes générations, et puis il y a ces technologies qui arrivent. Et la question, c'est vraiment de savoir sur l'intelligence artificielle, les nouvelles thérapies digitales, la réalité augmentée, thérapie génique, enfin, on peut aller très loin dans toutes ces technologies disruptives, mais comment ça va impacter les pratiques, le diagnostic, le métier des médecins, mais pas que, on va aussi parler tout à l'heure des pharmaciens, des autres professionnels infirmiers. Et du coup, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, 2023, comment on prépare la formation. Et du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir votre retour à vous aussi, sur comment on anticipe ces bouleversements-là et comment, que ce soit sur le court terme ou le long terme, on va travailler à répondre à ces besoins et puis à utiliser au mieux les technologies qui arrivent dans ce secteur. Monsieur Charpentier. Peut-être, merci Isabella pour ces premiers propos, parce que ça fait le lien avec ce qu'on engage au ministère. Vous avez parlé du sens, et je crois, peut-être d'ailleurs pour tempérer votre introduction par moments un peu pessimiste, on peut rappeler quand même que le monde de la santé est peut-être l'un des domaines qui a le plus de sens, et dans lequel les gens s'engagent véritablement par vocation. Ça, c'est vraiment un élément distinctif, et sur lequel on essaie de travailler, et puis d'amener les professionnels. Bon, mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un certain nombre quittent le système de santé ou abandonnent en cours de route leurs études. Et donc le ministère travaille sur deux échelles de temps. D'abord le court terme, parce qu'on ne peut pas se permettre une rupture dans les soins, on ne peut pas se permettre d'abandonner ni des activités ni des établissements, et on doit agir à court terme, répondre notamment à la question des déserts médicaux que vous avez cité et qui pose un problème même de cohésion nationale, où des concitoyens auraient moins accès à des soins que par exemple dans des métropoles. On doit réagir, et du coup on doit agir sur le court terme et sur le long terme. Sur le court terme, il y a toute une série d'actions assez classiques, je dirais, qui sont presque des mesures d'urgence, et qui portent évidemment sur la question des salaires, parce qu'aujourd'hui, notamment les jeunes qui entrent dans la carrière, ils font cet arbitrage. Ils regardent, ils comparent les champs d'activité entre eux, et ils se disent est-ce que est-ce que la santé est bien positionnée en termes de rémunération par rapport aux autres activités. Et on ne peut pas se permettre de décrocher par rapport à d'autres domaines d'activité. C'est important. Le deuxième sujet de court terme, c'est de mieux reconnaître ces contraintes particulières qu'a ce domaine, et notamment ce qu'on appelle les sujétions horaires. C'est le travail de nuit, le week-end, les jours fériés, qui sont à la fois une pénibilité physique. Le travail de nuit, c'est pénible, c'est prouvé, mais aussi une pénibilité sociale. Quand le week-end, on doit trouver une solution pour garder ses enfants, quand on ne peut pas sortir avec les amis, c'est pénible. C'est plus pénible que dans d'autres secteurs. Il faut qu'on le reconnaisse, parce que c'est devenu une véritable aspiration des jeunes. Ils veulent que ce soit pris en compte, soit financièrement, soit par des organisations de travail qui les protègent ou donnent de la visibilité. C'est que les plannings soient vraiment sanctuarisés. Ça, c'est très fort chez les jeunes professionnels, et les moins jeunes d'ailleurs, que d'avoir une stabilité dans le planning. Et puis, c'est toute une série d'autres démarches sur, bien sûr, l'amélioration des conditions de travail en général. On a toute une série d'actions en cours autour du management à l'hôpital, qui n'est pas forcément dans la culture hospitalière, mais vraiment, on pense qu'on doit faire des progrès sur ce terrain-là. Et puis, même si ça a des effets en décalé, on a une autre action qui consiste à augmenter très fortement, là, depuis 2 ans et pour les prochaines années, le volume de formation pour les infirmiers, les aides-soignantes, mais aussi pour les médecins. Les études médicales sont longues, 10 ans, 12 ans même, quand on a des surspécialités, et c'est extrêmement long, mais on engage et on engageait dès maintenant les choses. Et puis, en complément, parce qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut essayer de travailler sur le long terme. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, et vous l'avez indiqué, essayer de se projeter. Et donc, avec notamment l'Observatoire national des professions de santé, l'ONDPS, qui est un organisme du ministère, d'anticiper quelles vont être les évolutions, les besoins de santé, région par région, dans telle discipline, sur tel métier, pour
Alors, ce n'est pas une science parfaite. On sait qu'en 10 ans, en 20 ans, les choses peuvent comme ça se décaler. Mais au moins, ça nous aide à anticiper les choses et mobiliser le système de santé dans la bonne direction. Et puis après, on travaille aussi sur des éléments plus structurants, c'est-à-dire comment faire évoluer le rapport des métiers entre eux, comment donner plus de compétences, de missions, par exemple aux infirmiers, ce qui permet de dégager du temps médical, comment rendre les aides-soignants peut-être un peu plus autonomes. Voilà. Donc, on agit vraiment sur tous les leviers. Un tout petit point là-dessus qui est important, je pense, pour nos téléspectateurs. Donc, c'est ce qu'on appelle la délégation de tâches et le transfert de responsabilité, qui d'ailleurs, une loi a été votée il n'y a pas très longtemps, portée par la députée Rist. Si vous voulez nous en dire un tout petit mot là-dessus, parce qu'on est c'est quand même révolutionnaire aussi. On est en train de transférer certaines missions historiquement dans les mains d'un généraliste vers justement des infirmières donc en pratique avancée. Donc, c'est des infirmières qui réalisent une année de spécialisation en plus. Pouvez-vous nous dire un tout petit mot là-dessus sur le changement que ça a pu représenter? Et on en parlera plus dans la table ronde. Alors, elles réalisent même 2 ans en plus. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 3 ans, elles font 5 ans. C'est un diplôme universitaire. Et vous avez raison, c'est une évolution majeure qui n'est pas simple culturellement parce qu'il faut s'habituer à ce nouvel acteur. C'est pas évident. Mais vous avez raison, ça permet que des infirmiers qui ont suivi une formation, je dirais vraiment poussée, 2 années en plus, de pouvoir dans un champ bien défini, exercer des missions qui auparavant étaient dévolues aux médecins. Alors, c'est encadré, il y a des règles de fonctionnement entre les médecins et ce qu'on appelle les IPA, mais ça a beaucoup d'avantages. D'abord, les IPA, infirmiers en pratique avancée, connaissent en général bien les patients qu'elles suivent, elles ont un lien de proximité très fort. Elles sont spécialisées dans ces missions et finalement on s'aperçoit qu'elles les réalisent aussi bien qu'un médecin sur ces tâches définies. Et ça apporte plusieurs choses. D'abord de maintenir du lien entre le patient et ce professionnel de santé, de dégager du temps médical et du coup d'élargir l'offre de soins. Attention, l'infirmière en pratique avancée, elle ne remplace pas un médecin qui a bien sûr des compétences beaucoup plus larges et approfondies, sinon elle ne ferait pas des études aussi longues, mais ça apporte un complément et véritablement ça fait évoluer aussi la manière dont travaillent les professions. On s'aperçoit dans les secteurs, dans les zones géographiques où ça a été développé, que c'est très apprécié, à la fois des patients, mais aussi des médecins, qui peut-être au début n'étaient pas convaincus, mais qui finissent par y trouver leur compte. Et je crois que c'est une bonne évolution à poursuivre. Sur ce point-là, Isabella, justement, la coopération interprofessionnelle, on en parlera plus en détail après, mais au vu des révolutions technologiques, est-ce que c'est essentiel? Et si oui, en quoi justement l'apport de ces nouvelles technologies-là va amener à des meilleures coopérations entre les professions? Effectivement, c'est un point important. Ce qu'on va sans doute voir, c'est qu'il y aura une possibilité d'avoir une meilleure collaboration. Déjà, le premier élément, c'est via la remontée de data qui permettront d'avoir des analyses beaucoup plus fines sur, par exemple, l'historique, le parcours d'un patient, la prise de certains médicaments, l'observance. Donc il y a tous ces éléments-là liés notamment à l'intelligence artificielle et au traitement des données. Et je précise aussi des données de qualité. Ce n'est pas tout de les avoir en quantité, mais la qualité est tout aussi importante, qui favorisera finalement la transmission d'informations et après l'analyse. Se posera une question aussi dans cette notion de nouveau métier, c'est qui prendra la responsabilité, par exemple, en termes de diagnostic précoce. Est-ce que c'est le médecin, l'infirmier, le pharmacien? Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui vont émerger pour essayer de dire, OK, là, l'algorithme donne ce résultat-là. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que je fais des demandes complémentaires d'analyse de données pour certifier ce résultat-là? Et c'est là où on commence à toucher du doigt, effectivement, cette nécessité absolue de repenser la formation et de se dire quelles nouvelles compétences on ajoute. Et je rebondirai juste sur un point qui est quand même la question des dilemmes. Quand on parle là de diagnostic, on pourrait se dire sur le diagnostic, est-ce que le dilemme, c'est de dire qu'une intelligence artificielle qui poserait un diagnostic, est-ce qu'elle remplace le soignant? Et à ce moment-là, il faut arrêter la formation ou former de nouveaux métiers, si je peux m'exprimer ainsi, ou est-ce qu'au contraire, ça vient quelque part solidifier son diagnostic, le renforcer, et à ce moment-là, c'est un autre type de formation. Et là, on le voit bien, les formations qu'on choisit aujourd'hui, c'est en fonction de la vision qu'on va donner à l'évolution du domaine de la santé d'ici 4, 5, 10 ans.
me permet une toute petite question avant de passer à la conclusion de ce premier temps. Vous dites effectivement dans ces cas-là qu'il y a un besoin de former plus longtemps. Donc on comprend pour les paramédicaux qui viendront du coup dans le cadre de transfert de compétences en soutien, ce que vient de dire Isabella, en soutien du diagnostic et de l'accompagnement. Est-ce qu'au final, il ne faudrait pas plutôt raccourcir, à contrario, la formation des médecins pour justement se concentrer et déléguer, on va dire, une partie de la formation à ces nouveaux outils dont vient de parler Isabella et se concentrer sur d'autres modules liés un peu à cette médecine émergente? C'est une très bonne question. Je vous remercie. Et c'est un deuxième dilemme. Oui. Est-ce qu'on forme plus longtemps et donc on hyper spécialise, avec de fait une qualité normalement qui est au rendez-vous et des personnes très, très pointues? Est-ce que finalement, dans l'univers qui reste contraint, des ressources limitées, des ressources humaines limitées dont on dispose, il ne faut pas, en tout cas, je dirais, penser à démocratiser cet accès et à former peut-être le plus grand nombre avec des professionnels un peu plus polyvalents qui interagissent plus entre eux. Je n'ai pas la réponse. Je pense qu'on a quand même besoin de professionnels. Alors, je ne sais pas si c'est plus formé, mais en tout cas mieux formé à ces nouvelles évolutions. D'ailleurs, qu'on peut résumer, je crois qu'on parle aussi aujourd'hui de médecine 4P ou 5P, pour dire prédictive, participative, préventive. Et personnalisée. Et personnalisée, j'y rajouterais même paramédicale, puisque justement, par rapport à ce que je disais juste avant, on peut imaginer de confier beaucoup plus de missions aux professionnels paramédicaux. Moi, je me pose la question de ces durées. Je crois que parfois, on va un peu loin. Donc, on est vigilant, en tout cas, au ministère, à ne pas allonger de manière injustifiée les durées de formation. Et quand on le fait, c'est que véritablement, il y a des savoirs incontournables qui doivent être maîtrisés. Tout à fait. Donc du coup, dans cette nouvelle matrice, quelle place, pour terminer là-dessus, quelle place du coup pour faire à la fois émerger, parce que je vois que vous êtes effectivement sur 2 horizons temporels différents, vous devez à la fois vous occuper d'un micromanagement à l'hôpital aujourd'hui pour éviter justement de casser certaines vocations, tout en imaginant et préparant à la formation dès aujourd'hui des métiers qui formeront et qui en tout cas emploieront dans 10 à 15 ans. En 1 minute, comment est-ce qu'on parvient à faire ça aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à avoir justement un œil sur le long terme quand on a des préoccupations de court terme si importantes et si prégnantes? En fait, les deux s'alimentent, c'est-à-dire qu'en donnant des perspectives aux professionnels et au système de santé pour dire qu'on les amène dans une direction enthousiasmante. On parle de choses, de nouvelles technologies, de nouveaux rapports d'une meilleure répartition de l'offre. En allant vers ce type de perspective enthousiasmante, je pense qu'on peut aussi attirer des professionnels qui se retrouvent peut-être plus dans le type de médecine qu'on vient de décrire, plutôt que dans quelque chose d'un peu figé, d'un peu rigide et dans le passé. Donc moi, je garderais vraiment une dose d'optimisme. Il en faut. Mais véritablement, je suis convaincu que les deux s'alimentent et nous permettent d'être confiants pour l'avenir. L'optimisme sera de vigueur ce soir. Isabella, un dernier mot. Donc, si je résume, on a 3 grandes révolutions face à nous. Une révolution technologique avec des nouveaux outils, notamment l'intelligence artificielle, qui vont bouleverser la pratique de la santé. Une demande démographique qui va faire que l'offre de soins va se contracter parce qu'on a des médecins de plus en plus âgés et qui, du coup, partent aussi à la retraite parce qu'eux aussi, ils y ont droit. Mais en même temps, un vieillissement de la population qui fait qu'on a des besoins qui augmentent et une quête de sens et de qualité et d'empathie qui explose. En 2 mots, parce qu'il y a 2 sujets, je sais qui vous tiennent à cœur. Pour vous, les 2-3 métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui emploieront le plus dans la santé demain, quels sont-ils? Et pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à embrasser ces 3 révolutions-là qui, quelque part, sont complémentaires? Juste, alors je vais rajouter un troisième mot. C'est un mot de conclusion à retenir aussi, c'est que la technologie est un moyen. Oui. Et je vous rejoins complètement. Il faut vraiment qu'on adresse ce sujet de la vision, de ce qu'on veut donner au système de santé et de répondre à ces dilemmes qui sont essentiels. Parce que si on n'y répond pas, je pense qu'on va droit dans le mur. Et les nouveaux métiers sont un moyen aussi pour nous d'adresser ce sujet de la quête de sens. Typiquement, un métier de e-conseiller ou de conseiller de vie qui serait là pour accompagner les patients dans leur interrogation, notamment en termes de médecine préventive, pourrait être imaginé. Et l'intérêt aussi, je pense, c'est de susciter de nouvelles vocations, d'attirer des jeunes qui ne seraient pas forcément allés vers des métiers du soin, soit par peur de la difficulté des épreuves, soit par méconnaissance, et de recréer quelque part une impulsion positive
à la fois sur effectivement le sens que ça apporte, de nouvelles perspectives avec de nouvelles compétences, introduire aussi un peu de tech pour donner envie pour certains. Et je pense que ça, c'est vraiment une des clés pour donner envie, pour faire cet appel d'air au niveau des jeunes et surtout recréer une vision positive de ce qu'on veut adresser en termes de santé en France dans les années à venir. Double dose d'optimisme pour finir cette table ronde. Merci à tous les deux. Merci pour justement avoir planté le décor qui va nous servir du coup pour le premier débat. Merci. Merci. Le premier débat avec nos 4 invités. Nous allons nous poser ensemble la question: quel rôle pour les professions paramédicales dans justement cet avenir de la santé? Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Lucien Benathan. Bonjour. Vous êtes le président d'Acte Pharmacie, vous nous en direz un petit mot après d'Acte Pharmacie. Julien Gottsman, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild. Pourriez-vous nous dire un tout petit mot maintenant sur l'hôpital Fondation? Alors notre hôpital est un hôpital privé à but non lucratif, hospitalo-universitaire, spécialisé dans les pathologies tête et cou de l'adulte et de l'enfant, situé à Paris. Et je précise, c'est un hôpital privé à but non lucratif, tout à fait, ce qui existe aussi. À but non lucratif, c'est une catégorie tout à fait spécifique qui représente à peu près 10% de l'offre de santé en France. Vous connaissez sûrement l'hôpital Foch, les Diaconesses Croix-Saint-Simon, l'Institut Gustave Roussy par exemple. Voilà. Isabelle Riom, bonjour. Vous êtes médecin urgentiste à la PHP, puis vous êtes passé notamment par pas mal de syndicats professionnels et étudiants, dont l'ISNI et le SRPIMG, qui du coup vous permettront d'avoir la double casquette, à la fois du côté étudiant et puis du côté surtout praticien. Et enfin, Brigitte Saunier, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacienne, donc vous avez une longue carrière dans l'industrie, pendant plus de 30 ans, et aujourd'hui vous êtes présidente de l'association des Yvelines pour une pharmacie humanitaire et internationale. Alors, du coup, la question qu'on va se poser ensemble, donc on a entendu Monsieur Charpentier et Madame Demany nous exposer un petit peu les grandes transformations. Il y a un point qui est revenu pas mal, c'est cette côté de délégation de tâches, de transfert de responsabilités, en gros de s'appuyer sur un réseau de paramédicaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, vous qui êtes en première ligne aux urgences, Isabelle, et surtout après nous dire, si ce n'est pas encore tout à fait développé, qu'est-ce qui bloque ? Le système actuellement se transforme. On avait un système où on avait énormément de médecins généralistes qui intervenaient, qui géraient tout, du dossier administratif, en passant par la facturation et le soin. Ça, au vu de la démographie actuelle et au vu du niveau de compétence des professionnels qu'on a, ça semble actuellement complètement dérisoire et ça nécessite de revoir comment fonctionne le parcours de santé et comment fonctionne le parcours de soins. Pour moi, le médecin de demain et du futur, c'est un médecin qui coordonne le parcours, qui gère l'incertitude et qui gère une grosse partie de tout ce qui est la relation au patient, le lien au patient.
Bien sûr, ça passe par la délégation de compétences, le transfert de compétences. Ce n'est pas donner des actes qu'on n'a pas envie de faire à quelqu'un d'autre. Parce que malheureusement, on entend trop souvent ça. C'est reconnaître les compétences qu'on en veut professionnelles. C'était un gros défaut de la formation en soins infirmiers, où vous faisiez 3 ans d'études, un niveau licence. Et on vous disait, à 21 ans, vous allez exercer le même métier toute votre vie jusqu'à votre retraite. La seule façon d'évoluer, c'est d'abandonner le soin, qui est le cœur de votre métier, pour devenir cadre de santé. Et ça se faisait déjà dans de nombreux pays, c'est les pratiques avancées, la pratique avancée infirmière qui a un master, 2 ans d'études supplémentaires pour acquérir des compétences dans des domaines ciblés, puisqu'il y a actuellement plusieurs domaines. Il y a bien sûr les urgences qui se mettent en place, mais il y a la transplantation pathologie rénale, l'oncologie, la pathologie chronique stabilisée. Et ça, c'est des professionnels qui vont aider le médecin traitant. Par exemple, un patient qui était vu tous les 6 mois avant, il pourra être vu tous les 3 mois par l'IPA, qui va pouvoir reprendre le suivi, faire de la prévention, faire de l'éducation à la santé, ce qui était beaucoup trop manquant dans le suivi de ces patients qui étaient vus, et bien sûr, adapter les traitements en cas de besoin. Donc c'est une forme le médecin peut se dédoubler justement quelque part avec ce processus-là. C'est un dédoublement. On gagne énormément de temps de consultation, de temps de soins pour les patients, avec une véritable plus-value. Ça a été montré dans tous les pays où c'est mis en place depuis de nombreuses années. Et je pense qu'on a de nombreux freins, des freins corporatistes, déjà un frein de méconnaissance. Beaucoup de médecins pensent que l'IPA va leur voler la consultation courte, la consultation simple. Et en effet, dans une journée de médecine générale qui est longue, qui est psychologiquement difficile, on a besoin, et aux urgences c'est pareil, de ces petites consultations qui vont prendre quelques minutes, qui vont être un peu plus relaxantes, moins demandeuses en attention. Et elles sont nécessaires. Et en fait, les IPA, vu comment elles sont orientées actuellement, ne prendront pas. Elles ne vireront pas la rhinopharyngite parce qu'elles sont spécialisées dans la pathologie chronique. Donc ça, actuellement, ce n'est pas leur métier. Donc déjà, c'est un premier frein. Il y a un frein de peur, de recréer un système à double niveau. Vous habitez dans une grande ville, vous avez beaucoup de moyens, vous verrez que votre médecin généraliste. Vous habitez dans une zone rurale ou une périphérie urbaine plus défavorisée et vous verrez l'IPA. Et ça, il faut bien se rappeler que ce n'est pas ça. On reste dans un système de santé qui est basé sur la sécurité sociale, l'accès aux soins pour tous, et il faut voir l'IPA comme une plus-value dans un parcours et pas comme une dégradation du parcours. Et je pense que c'est aussi la développement, la connaissance des IPA. Dans un réseau de soins, dans une CPTS, quand un médecin aura une IPA, viendra présenter comment il travaille, comment ça fonctionne, on va lever les freins comme ça va se lever progressivement, et j'ai espoir qu'il se lève rapidement. On dit toujours que face à une révolution, il y a les 3 stades. Il y a d'abord elle est raillée, puis après elle est crainte, puis après elle est embrassée et vue comme étant une évidence. On parle effectivement du paramédical, de profession paramédicale comme les IPA. Je pense que les pharmaciens peuvent aussi en faire partie. Je me tourne du coup vers vous, Brigitte. Alors, on se posait la question en préparant cette table ronde, quel est le métier le plus vieux? Est-ce que c'est le pharmacien ou le médecin? Il y aurait tout un débat et une table ronde. mais donc du coup, la question c'est quelle place a aujourd'hui le pharmacien et doit avoir le pharmacien dans cet avenir de la santé? Comment est-ce qu'il peut s'articuler avec du coup les IPA, les infirmiers en pratique avancée, avec le médecin généraliste, avec les autres professions médicales, et en quoi son exercice et ses caractéristiques font qu'il sera demain un élément essentiel de notre système de santé, notamment dans les territoires? Oui, donc effectivement, le métier de pharmacien est très ancien et il n'a cessé d'évoluer. Et je dirais que les pharmaciens ont toujours montré beaucoup de résilience et ils ont toujours accepté toutes les nouvelles missions. Et ça, c'est quelque chose qui est particulier. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on va bien sûr aujourd'hui s'appuyer sur la formation scientifique importante qu'ils ont. Et puis sur le fait que le pharmacien, c'est après tout le premier professionnel de santé auquel le patient peut avoir accès, un accès sans rendez-vous. Il vient, il peut avoir un conseil, une orientation. Il peut même, maintenant, les pharmaciens pratiquent aussi beaucoup les petits soins sur des blessures, des brûlures, etc. Et quand on fait des enquêtes auprès de la population, on se rend compte que les patients sont très attachés à leur pharmacien, qu'ils ont confiance en leur pharmacien. Donc ça, c'est quand même des bases qui sont très importantes pour que dans ce nouveau paradigme de l'organisation des soins, on puisse donner un rôle plus important aux pharmaciens. Et je dois dire qu'avec la dernière crise sanitaire, c'est là où on s'est dit « Ah bah oui, mais le pharmacien il peut faire autre chose que de délivrer des médicaments ». Et donc on est arrivé à lui proposer finalement de nouvelles missions qui rendent le métier encore plus intéressant et qui devraient normalement attirer de jeunes vocations.
Alors, qu'est-ce qui change beaucoup pour le pharmacien maintenant? Déjà, c'est son espace professionnel d'exercice. Le pharmacien, il était habitué à travailler dans son officine, avec son équipe officinale, et puis il recevait donc ses patients. Maintenant, il va travailler en réseau avec les autres professions de santé. Donc c'est vraiment une communication interdisciplinaire. Alors il va être notamment inclus dans ce qu'on appelle le système PRADO, qui est un système où les patients sont pris en charge à la sortie de l'hôpital. Il y a les CPTS également, donc maintenant également il est inclus dans toutes ces prises en charge. CPTS pour les téléspectateurs. C'est Communauté professionnelle territoriale de santé. Là, c'est un quiz. Donc, dans les CPTS, où effectivement, on réunit toutes les disciplines de santé et où le pharmacien va être inclus et il va jouer son rôle pour accompagner les patients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été mises en place au niveau territorial avec des feedbacks qui sont très positifs, où aussi bien les professionnels de santé sont habitués, parce qu'ils n'étaient pas non plus tous habitués à travailler ensemble, donc ils sont contents de travailler ensemble, et les patients aussi ont un feedback positif par rapport à ces expériences. Ce qui change aussi pour le pharmacien, c'est l'organisation de son officine, parce qu'il va y avoir donc la télémédecine, il y a les télésoins, donc il va falloir qu'ils s'équipent en vidéotransmission. Il va falloir avoir des espaces confidentiels qui vont être dédiés pour qu'ils puissent donc accompagner le patient dans cette télémédecine. Donc ça, c'est quelque chose qui va aussi changer dans son environnement direct. Et puis, bien sûr, toutes ces missions, alors on a vu qu'il peut vacciner, il peut jouer un rôle dans la prévention, faire des dépistages rapides, donc on l'a vu avec le Covid, mais donc il fait aussi pour les angines, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Il développe tout ça. Il va y avoir sûrement les prescriptions pharmaceutiques qui vont arriver. Vous pouvez nous en dire un tout petit mot là-dessus, parce que là aussi, nous façon une révolution. Alors, quand même assez importante. Les prescriptions pharmaceutiques, c'est-à-dire que pour des petites pathologies, enfin, je veux dire petite pathologie, c'est pas, je ne veux pas être négative, mais pour les cystites, qui sont des petites pathologies quand même fréquentes, on parle même du sevrage tabagique, où le pharmacien pourrait être amené à prescrire. Donc ça change aussi. Il pourra faire aussi des renouvellements d'ordonnances bien encadrés pour des patients qui sont traités en chronique. Donc tout ça, ça change complètement le métier. Alors maintenant, dans toutes ces nouvelles missions, bien sûr, il faut qu'il y ait des formations. Formation de l'équipe officinale. Et puis, qu'est-ce qui va l'aider ? Parce que c'est quand même beaucoup de choses, en plus de tout ce qu'il a déjà aujourd'hui. Alors, ce qui va l'aider, on parlait encore d'intelligence artificielle. Eh bien oui, le pharmacien va également en bénéficier. Il va avoir maintenant l'accès à l'espace santé des patients, donc ce qui va lui permettre d'avoir une meilleure connaissance du profil des patients et donc de faire un conseil personnalisé qui soit plus adapté. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Et l'intelligence artificielle va l'aider justement à rapprocher le profil du patient, l'ordonnance, et puis mettre quelque part des warnings pour lui dire attention, là, il y a un risque d'interaction médicamenteuse, un risque de iatrogénie. Iatrogénie, ce sont les pathologies finalement qui vont être dues au traitement par la prise de certains médicaments donc, qui sont responsables, ça c'est encore un autre sujet, mais qui sont responsables également de beaucoup d'hospitalisations. Donc quelque chose d'important sur les patients polymédiqués qui sont âgés. Donc il a vraiment un rôle très très important. Et puis bien sûr, l'intelligence artificielle, ce qu'elle va faire aussi, c'est qu'elle va l'aider à gérer ses stocks. Et puis j'espère bien pour aussi gérer les pénuries. Ça lui prend beaucoup de temps aujourd'hui. Il est très mécontent avec toutes ces pénuries de médicaments parce que les patients arrivent, ils ne sont pas contents. Donc c'est déjà, il faut traiter la communication avec les patients et puis il faut essayer de trouver les médicaments à droite à gauche. Donc l'intelligence artificielle pourra peut-être les aider parce que je ne pense pas que les pénuries vont s'arrêter malheureusement du jour au lendemain. Donc il va y avoir ça, il y a tous les outils digitaux qui sont en train de se développer, donc outils digitaux pour accompagner les patients, donc il va pouvoir les proposer aux patients, il y a notamment en oncologie, et puis sur l'espace santé des patients, on attend des outils digitaux qui devraient être mis par l'assurance maladie et que le pharmacien pourrait proposer.
Donc voilà, tout ça, ça va vraiment l'aider. C'est formidable, l'officine se transforme, mais qu'est-ce qui bloque du coup Parce qu'il doit y avoir du coup des blocages pour empêcher... Alors le problème, oui, il y a des freins. Et les freins, malheureusement, c'est comme on voit aujourd'hui dans beaucoup de professions et surtout beaucoup de professions de santé, à savoir la pénurie de ressources humaines. Vous disiez d'ailleurs, même par rapport à ça, fait alarmant, en 2022, quand on regarde les effectifs inscrits en deuxième année de pharmacie, il y a 2000 places vacantes, si je ne dis 1000 pas places, 1000 places vacantes. Il y avait 1000 places vacantes. Les postes de pharmacien adjoint et de préparateur en pharmacie, il y aurait 15 postes qui ne seraient pas pourvus. Donc ça, c'est vraiment très inquiétant, parce que ça montre quand même que la profession n'est plus attractive, alors que c'est une très belle profession. Mais il y a des freins, alors peut-être aussi que c'est sur la communication que l'on a, elle est mal connue, donc ça c'est une chose. Et puis il y a le fait que c'est une profession avec aussi des astreintes horaires qui sont importantes, il y a les gardes de nuit, les gardes de week-end, et aujourd'hui on sait bien que les jeunes, ils aiment bien avoir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc ça peut être des raisons pour lesquelles on a moins d'attraction sur ces métiers. Et puis, il y a un problème aussi, c'est qu'on regarde le pharmacien pour pallier les déserts médicaux, donc en lui confiant de plus en plus de missions. Mais la problématique, c'est que dans les déserts médicaux, donc il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'hôpitaux de proximité. Donc la pharmacie qui se trouve encore là, eh bien, malheureusement, elle a peu de patients, donc une profitabilité qui n'est pas bonne. En plus, on a beaucoup de pharmacies qui ferment aujourd'hui parce que on faisait le baby-boom, les gens partent à la retraite. Et donc, ça, c'est vraiment une problématique parce que les jeunes ne sont pas attirés sur ces officines où ils vont être tout seuls avec leur adjoint. Ils préfèrent avoir une équipe qui soit plus dynamique derrière eux. Et puis, parce que la profitabilité étant vraiment à risque, ils ne vont pas investir dans une pharmacie s'ils ne sont pas assurés de pouvoir fonctionner. Donc je dirais, c'est dans les principaux freins que l'on peut voir. Il y en a sûrement d'autres que vous pouvez également ensuite nous présenter. On est face à un paradoxe. On est face à une profession qui, du coup, jouit aussi d'une très bonne image, on va dire micro, au sein envers les patients et ses clients, comme vous l'avez cité, mais qui reste encore dans l'imaginaire de certains étudiants vu comme un épicier. C'est encore malheureusement trop véhiculé, alors que c'est une profession qui se transforme. Et Lucien Benatton, ça me permet de vous donner la parole. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit l'officine se transforme tellement, donc à l'aune de ce que vient de nous dire Brigitte, que ça devient à la fois la porte d'entrée sur le système de santé, vous m'avez même dit un oasis dans les déserts médicaux. Donc l'image est très frappante. En plus, c'est l'activité d'Act Pharmacie que je vais vous demander de nous présenter en 10 petites secondes. Et après, d'enchaîner justement sur ce fameux oasis présent en nombre dans tous nos territoires. Oui, disons que Act Pharmacie, c'est un réseau national de pharmaciens que j'ai récemment créé, donc quand je suis président. L'objectif, en effet, c'est d'abord d'anticiper les évolutions du système de santé. D'œuvrer aussi pour faciliter la tâche des pharmaciens, pour que les pharmaciens soient mieux organisés de façon à pouvoir s'adapter aux évolutions du système. Et puis aussi militer pour que l'évolution du système corresponde à la réalité, aux besoins d'évolution à la fois du parcours de soins et du parcours de santé. Aujourd'hui, c'est clair, on a 60 000 professionnels, je parle des pharmaciens, 60 000 professionnels à disposition du système de santé. On a 21 000 espace de santé à disposition. Cet espace est considéré injustement comme un commerce, comme un autre. Je pense qu'il doit se transformer, qu'il doit être la porte d'entrée du parcours, notamment des soins non programmés. Je pense que là, on devrait s'appuyer de plus en plus sur le pharmacien et arriver à cette fameuse prescription en édictant, par exemple, une liste de médicaments de prescription officinale. On demande cette liste depuis une dizaine d'années, mais les résistances font qu'elle n'arrive pas. Bon, première chose. Je pense aussi que du fait de notre proximité, du fait de notre nombre, notre officine, notre pharmacie devrait être le lieu premier de la mise en œuvre de véritables programmes, avec un S, de prévention.
cette pharmacie, ça devrait être la pharmacie de mes moments de vie. Cette pharmacie, ça devrait être l'endroit où, en fonction de mes moments de vie, on me propose des programmes de prévention. Et je pense qu'ensemble, pharmaciens et médecins, on devrait être des managers de santé et on devrait écrire ces protocoles plutôt que d'attendre qu'on nous les écrive ou qu'on nous les propose. Je pense aussi que le pharmacien a un rôle indispensable au niveau de l'éducation thérapeutique. La dispensation, c'est une chose, mais aller encore plus loin. Et je pense enfin que notre pharmacien devrait aussi être impliqué dans la prise en charge des soins post-traumatistes tertiaires, je dirais des soins après maladie chronique. Aujourd'hui, malheureusement, j'allais dire, mon patient, une fois qu'il est guéri, on en guérit de plus en plus et tant mieux, une fois qu'il est guéri, il se retrouve un petit peu face à lui-même et obligé de s'adresser à différents professionnels de santé, mais c'est lui qui finalement construit son parcours. Alors là, le pharmacien pourrait être, j'allais dire, à la tête d'un réseau organisé. Et voilà j'allais dire, les grands challenges que Actes Pharmacie essaye de relever. Et oui, je veux faire de cette pharmacie cette oasis santé, mais j'ai presque envie de dire, plus qu'en collaboration, associer les autres professionnels de santé, que sont les infirmières, que sont les kinés, que sont les médecins généralistes, ou pas d'ailleurs, les spécialistes, présents autour de mon officine, pour qu'ils participent à la construction de cet espace de santé. Effectivement, donc un changement presque là aussi encore révolutionnaire, parce que comme vous dites, c'est presque tracer une équivalence entre les professions de santé, pas d'un point de vue compétence et d'un point de vue expertise, mais d'un point de vue acte et d'un point de vue recours qu'on pourrait avoir. Donc cette solution-là, en un mot, si je vous écoute, si on fait effectivement de l'officine un oasis, comme l'a aussi présenté Brigitte, on résout la question des déserts médicaux. Il n'y a plus de déserts médicaux, parce qu'il y a quoi ? Il y a plus de 20 000 pharmacies en France, donc il y en a quasiment une en tout cas par grand canton. Donc, il y en a une à moins de 8 minutes de chaque habitant. Voilà, il faut le savoir. Donc c'est clair. On l'a vu pendant la crise Covid. Bon, très bien, fantastique. On s'est fait applaudir les uns et les autres. Nous sommes tous contents. Mais après, what else ? La suite. C'est quoi la suite ? C'est qu'aujourd'hui, chacun est rentré dans son quotidien. Quand le pharmacien exprime la volonté, justement, j'entends délégation de compétences. Non, délégation de tâches, compétences. Ça s'acquiert. Et aujourd'hui, au contraire, essayons de construire le pharmacien du futur, essayons de lui proposer justement une vision plus macro, où son rôle va être de participer à une équipe pluridisciplinaire. On n'a pas besoin de l'écrire, on n'a pas besoin de texte pour ça. La pluridisciplinarité, on l'a vu, c'est l'humain. C'est nous qui l'avons créé. Ce sont les professionnels de santé qui l'ont créé. On n'a pas eu besoin de CPTS, de MST, de MSP, de tout ce que vous voulez. Bon, je ne vous laisse pas dérouler tous les acronymes, mais je fais exprès. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, très clairement, quand vous allez dans certains villages ou gros bourgs, ce sont les professionnels de santé qui se sont eux-mêmes regroupés autour d'une association ou pas d'ailleurs, et qui ont créé ce lien entre eux pour une meilleure prise en charge de leurs patients, qui est commun. Effectivement, ce besoin d'expérimentation qui vient de la base, la transition est toute trouvée avec vous, Julien Gottsman. Donc vous, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez expliqué que vous avez été un des premiers, votre établissement a été pionnier en France justement sur l'interprofessionnalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Et après, on va reprendre ce que nous avait dit Isabelle au début sur les différents freins corporatistes, parce qu'au final, si c'est juste des freins corporatistes et administratifs à lever, qu'est-ce qu'on attend, et surtout qu'on a l'occasion de le faire. Je vous laisse nous répondre là-dessus. Je crois que le constat, il est largement partagé. On a un effet de ciseau clair entre la démographie médicale et les besoins de santé. Et l'ophtalmologie, qui représente à peu près la moitié de ce que notre hôpital fait au quotidien, est vraiment un cas d'école. Un cas d'école puisqu'on a une explosion des besoins avec un vieillissement de la population qui va entraîner des pathologies de type glaucome, de type DMLA, l'épidémie de myopie qui est en train de se préparer parce que
tous nos jeunes qui ont les yeux rivés sur leur portable toute la journée, et puis nous aussi d'ailleurs maintenant, forcément ça va générer de la myopie et de la myopie forte qui va avoir des conséquences ensuite sur la vue extrêmement grave. Et puis en face de ça, une démographie médicale des ophtalmologistes qui est complexe. Sur les 5300 ophtalmos que compte le pays, il y en a quand même 1400 qui ont plus de 65 ans aujourd'hui, donc une pyramide des âges qui est assez compliquée, peut-être pas aussi grave que celle des pharmaciens, mais tout de même c'est un enjeu. Et donc l'ophtalmologie, elle peut montrer la voie finalement d'une reconfiguration du parcours de soins qui devra combiner vraiment l'exercice collaboratif que vous avez évoqué entre paramédicaux et médicaux, le recours à l'intelligence artificielle et à tout ce qui est outils de l'e-santé au sens très large, et puis également, on n'a pas encore beaucoup évoqué, l'étagement des niveaux de prise en charge, encore que tout à l'heure quand vous avez parlé des CPTS, on était sur ce sujet-là avec vraiment un niveau 1 de dépistage, un niveau 2 de prise en charge complexe, évidemment à l'hôpital, et ensuite retour niveau 1 pour tout ce qui a trait au suivi au long cours. Alors il y a déjà des avancées significatives qui sont intervenues et qui ont été effectivement expérimentées puis ensuite plus largement diffusées à travers ce qu'on a fait nous à l'hôpital Fondation Rothschild. Je pense à l'élargissement du périmètre de compétences des orthoptistes et des opticiens qui est intervenu par décret en 2016. Je pense bien sûr au développement des dispositifs de coopération entre professionnels de santé pour tout ce qui est consultation aidée ophtalmo-orthoptistes, mais objectivement, c'est encore beaucoup trop timide. Il y a des résistances corporatistes dans le secteur privé libéral, c'est clair, mais même à l'hôpital, où pourtant il n'y a pas le sujet de la répartition des honoraires et de la captation de consultations simples qui pourrait entamer le chiffre d'affaires des médecins. Eh bien, il y a tout de même des résistances corporatistes qui sont très importantes. Donc la préconisation, pour moi, elle est assez claire, c'est vraiment de recentrer l'ophtalmo sur la conception des outils. Je pense à ces cabines de dépistage qu'on est en train d'expérimenter chez les opticiens et pourquoi pas d'ailleurs chez les pharmaciens. Et puis bien sûr sur la prise en charge des cas complexes, des chirurgies en particulier. Et le premier étage, c'est de commencer par la prévention. Et là, clairement, le dépistage précoce, il faut le faire au niveau des opticiens. C'est un peu comme les officines, finalement. Elle couvre, les cabinets d'opticiens couvrent quand même globalement assez bien tout le territoire. Et si on couple ça avec l'exploitation de toutes les potentialités, notamment des cabines dont j'ai déjà parlé, ça peut être très efficace. On a un collègue Point Vision qui, en lien avec la CNAM, est en train de tester la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc c'est validé par le financeur, on va dire, qui est en train d'organiser ça sur Saint-Quentin, par exemple. Bien sûr, au niveau des consultations, au niveau des centres de santé, de systématiser, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, les consultations aidées orthoptistes, ophtalmologistes, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Je voudrais juste citer un programme de recherche qu'on conduit à l'hôpital Fondation Rothschild, qui est soutenu par la Banque pour l'investissement et le Health Data Hub, et qui vise à créer une banque de 50 000 images qui permettrait d'identifier près de 40 pathologies de l'œil de manière tout à fait automatique. Et bien sûr, c'est une aide précieuse pour avoir une productivité et une capacité de prise en charge beaucoup plus importante. Je pense aussi à l'utilisation des serious games à domicile pour toute la valence rééducation visuelle. Là aussi, ça peut tout à fait être administré par un orthoptiste à distance. Et puis enfin, le dernier point, je pense qu'en termes de mutation, ce qui est très important, c'est aussi de bien recentrer l'ophtalmologie sur tout ce qui est recherche et innovation, notamment sur les pathologies de la myopie. Et à horizon de début 2024, notre hôpital a décidé de créer un institut français de myopie dédié justement à la recherche et à l'innovation sur la myopie sévère, en anticipation du
du myopie boom qu'on va devoir malheureusement affronter d'ici quelques années. Quand je vous écoute, il y a un paradoxe qui m'apparaît, c'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple, par exemple, effectivement, de l'ophtalmologiste, donc du coup, qui est le spécialiste, qui est la tête, qui a le savoir, si je me mets à leur place. Et il y a un travail aidé qui est fait depuis, m'arrêtez si je dis une erreur, mais depuis 2015 avec beaucoup d'orthoptistes. Je crois que 70% maintenant des ophtalmologistes travaillent de manière aidée avec le... Et donc, ça leur permet, je crois qu'ils ont augmenté le nombre de patients qui sont vus chaque jour, donc ça a diminué à la fois les délais d'attente et donc du coup le taux de renoncement aux soins. Et malgré ça, on a, donc malgré la preuve empirique sur le terrain de cette efficacité-là, qui je pense en plus de la part des patients est plutôt bien vécue, on a encore certaines réflexes un peu pavloviens corporatistes qui vous disent non, je ne veux pas travailler avec une personne qui, pour le dire clairement, a fait moins d'études que moi. La consultation aidée, franchement, c'est en train de se systématiser. Je pense que là, il n'y a pas trop de sujets. Ce qui est plus... Enfin, c'est en train, voilà, on est en train d'y arriver. En revanche, là où ça bloque plus, c'est sur la délégation, enfin comment dire, le développement de compétences propres qui antérieurement étaient médicales au paramédical. Donc notamment tout ce qui est prescription de lunettes, renouvellement de prescription de lunettes, tout ce qui est lié à la réfraction en particulier. Voilà. Là, pour le coup, c'est pas du travail aidé, c'est du travail complètement donné, délégué. Et quelque part, là, l'orthoptiste va se substituer, il faut bien le dire, à ce que précédemment faisait un ophtalmo. Et j'ai vraiment apprécié ce que vous avez dit, Isabelle, tout à l'heure, sur le sujet de... Voilà, c'était des consultations faciles, en fait, qui venaient aérer ou donner un peu de respiration à la pratique médicale. Ben voilà, ça, forcément, ça a vocation à disparaître pour passer dans les mains des paramédicaux. Donc si je résume, dans le système de santé demain, le médecin n'est plus l'épicentre du système de santé. Je vais, quand j'ai une pathologie, un petit bobo ou quelque chose d'un peu plus grave, passer la porte de ma pharmacie. Et quand j'irai, donc du coup, pour après être redirigé vers le professionnel en question, le médecin, s'il ne peut pas me recevoir, je serai reçu par une infirmière en pratique avancée. Et à l'hôpital, il y aura toute une myriade de compétences annexes à celles du spécialiste qui, lui, se recentrera sur la recherche et sur, on va dire, là où sa valeur ajoutée sera le plus... Ça a l'air formidable, Isabelle. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Grande question. Déjà, moi, j'ai un petit bémol sur un sujet. Je pense que quand même, le 15 restera un accès du soin urgent. Les SAMU sont entre 15, les centres de régulation des appels de soins d'urgence. Je pense que le patient qui vient sur ses deux pieds en pharmacie, c'est très bien, ça se fait beaucoup. On a encore un vrai défaut de formation de certains pharmaciens là-dessus et encore de trop nombreux ratés. Je pense aux allergies sévères et aux épipènes, qui est quand même quelque chose d'évident. Et malheureusement, un patient sur... je pense que c'est un patient sur 10 qu'on voit où l'épipène a été fait par la pharmacie. La plupart refusent encore de le faire. Et on a vraiment un gros barrage à passer là-dessus. Et là-dessus, je pense quand même que, pour moi, l'entrée dans le système doit passer pour le soin urgent doit passer par le 15. Et on a un métier qui est formidable, qu'on oublie beaucoup trop souvent, qui est l'assistant de régulation médicale, qui est un métier dont le seul travail est de prendre un appel, de chercher les informations de gravité, et via cette information de gravité, de dire ça dépend d'un régulateur libéral, qui est soit un médecin généraliste, soit qui sera une IPA en médecine générale dans quelques années, qui dira allez voir votre pharmacien, il peut vous prescrire le traitement vers les protocoles de coopération et évaluer la gravité. Ou là, ça nécessite votre médecin généraliste ou son IPA, ou là, ça nécessite les urgences et le soin urgent, soit ça nécessite la venue d'un moyen, pompier, SMUR et tous les moyens qu'on a. Et ça, je pense quand même que sur une cotation de gravité, on sait que le patient a quand même une très mauvaise évaluation de son niveau de gravité. Et malheureusement, dans le système français, on a encore des gros ratés, et des gros ratés avec des conséquences à extrêmement long terme, parce que un raté sur un infarctus, c'est un insuffisant cardiaque dans 6 mois qui va devoir être traité par des traitements extrêmement lourds pendant 20, 30, 40 ans, alors qu'on l'aurait récupéré 2 heures plus tôt. On n'avait pas les conséquences. De même pour l'AVC. Et il y a quand même une prévention des conséquences à long terme qui est majeure. Et c'est mon petit bémol là-dessus. Je pense qu'il y a un métier qu'on a un peu oublié dans ce système, c'est le kiné. Tout à fait. Parce que les kinés, ils sont formidables, ils font plein de trucs, et on les oublie un peu quand on crée des nouvelles compétences, des nouvelles tâches. Les kinés, ils parlent pas beaucoup, mais on les oublie trop. Et surtout, je pense qu'aussi, il va arriver la pratique avancée kiné. Je pense que les kinés aux urgences, c'est le futur.
Moi, je suis incompétente en pathologie ligamentaire et on a des gens très compétents qu'on sous-utilise. Et ça va être une vraie question des prochaines années, c'est comment utiliser mieux les métiers qu'on a déjà. Typiquement, un kiné aux urgences qui fait la consultation des entorses, je pense qu'on a un grand bénéfice pour le patient. Ça commence à se faire, ça se développe, mais ça va être des vrais changements de paradigme qui vont passer par une formation. Et dans les grandes transformations, je pense qu'il y a aussi l'hospitalisation. On a beaucoup parlé du libéral, de la ville. On a parlé un peu de l'hôpital, mais l'hôpital en ophtalmologie, c'est bien sûr un peu différent, mais on n'a pas beaucoup parlé de l'hôpital. Et je pense que l'hôpital, la grande transformation qui arrive, c'est l'hospitalisation à domicile qui va se transformer. L'hospitalisation à domicile, comme elle était vue actuellement, c'était une hospitalisation de poursuite d'hospitalisation. Je pense de plus en plus que dans 30 ans, le soin de suite et de réadaptation à l'hôpital n'existe plus. Le SSR hospitalier, quel est le soin de suite et de réadaptation? Je l'avais dit avant, j'avais prévu. Oui, je prévu. Mais quel est l'intérêt de mettre un patient stable qui a déjà passé 10, 15 jours, voire 3 semaines dans un service d'hospitalisation aiguë qui a géré le problème et de le mettre en rééducation dans un lit d'hôpital? Il est dans son lit, il a des aides-soignants qui l'aident à faire sa toilette, à se lever et à manger et de la kiné plusieurs fois par jour. À quel moment on ne peut pas se dire que c'est de l'hôpital de jour, c'est de l'hospitalisation à domicile et que tout ça est fait à domicile ou alors qu'on le transporte à l'hôpital juste pour le temps de rééducation de la journée. Et ça, c'est des grandes transformations qui vont opérer parce que les autorisations d'HAD ont été modifiées pour permettre ça. Et ça va être la grande transformation de demain sur l'hôpital. Et pour conclure cette petite synthèse, je pense que ce qui est important, c'est comment on communique sur les transformations. C'est ça. Comment on communique sur les transformations? Parce que on dit toujours l'IPA, c'est pour les déserts médicaux. Non, l'IPA, c'est un niveau de compétence en plus en France qui a montré un bénéfice dans tous les pays anglo-saxons actuellement, par la science. C'est juste une amélioration de notre kiné de santé. L'autonomie de l'orthoptiste et l'orthoptiste qui a un droit de prescription autonome sur la lunette et le renouvellement de lunettes, c'est une amélioration de la compétence. On forme des ophtalmos en 12 ans. C'est pour qu'ils fassent de la chirurgie, de la pathologie complexe. Je suis désolée de le dire, mais c'est une réalité qu'on entend. Mais il faut le communiquer en disant on apporte une qualité de prise en charge aux patients. Parce que pour avoir eu des examens de vision par un orthoptiste et par un ophtalmo, celui qui a pris le plus de temps pour me le faire, c'est l'orthoptiste. Et on a un vrai gain de qualité, il ne faut pas l'oublier. Et donc il faut présenter cette transformation comme une amélioration de qualité, une transformation d'un système pour un système de demain et un meilleur système de soins. Donc on a vraiment, la communication se fait aussi au niveau du grand public parce que c'est des choses qu'on entend encore souvent, qu'on m'avait dit les unes et les autres en préparant cette table ronde, c'est moi je veux voir un médecin et je pense que dans le travail aidé des fois ça arrive que certains orthoptistes on leur dit je veux voir le médecin, je veux voir le spécialiste parce qu'il y a toujours aussi cette présomption de vouloir effectivement voir le professionnel qui est derrière la compétence. Mais la question du coup, donc, en fait si je comprends bien le dénominateur commun dans tout ce que vous venez de me dire pour conclure, c'est qu'on a besoin d'une nouvelle organisation qui soit plus... Là, on passe d'un système qui est presque atomisé, parce que j'ai l'impression d'avoir des centaines de milliers de petites entités médicales sur tout le territoire, et donc du coup, il faut qu'on, d'une part, tisse des liens entre eux pour créer un réseau, avec plusieurs portes d'entrée, effectivement, comme vous l'avez dit, des régulateurs pour ventiler après la personne selon la gravité objectivée par le professionnel de santé, et puis derrière les lieux physiques, qui peuvent être donc du coup le cabinet de kinésithérapie ou alors la pharmacie. Est-ce que je résume bien? Est-ce que du coup, comment est-ce qu'on y parvient? On va faire un dernier tour de table et vos réactions par rapport à ça. Vous avez aujourd'hui une baguette magique et comment est-ce que du coup, le vœu que vous voulez formuler justement pour parvenir à cette transformation-là? On va commencer par Brigitte. J'aimerais bien être une fée. Mais pour rebondir sur ce que vient de dire Isabelle, effectivement, le pharmacien, donc avec toutes ses missions, ça va être très important de pouvoir bien le former. Donc il ne faut pas non plus aller trop vite. Il faut s'assurer de cette formation pour qu'il apporte vraiment une valeur ajoutée à tout le système que l'on veut mettre en place. Et le problème, on va tourner toujours en rond, c'est le temps. C'est le temps, c'est les ressources humaines. Donc déjà, le législateur, il est très bien, il va faire de la législation pour qu'il puisse faire ses nouvelles missions, mais s'il rajoute encore des tâches administratives aux pharmaciens, ça va lui prendre du temps et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment laisser le temps à ce que l'équipe officinale se forme et ait le temps de réaliser toutes ces nouvelles missions. Donc je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Et puis ensuite,
quand on voit le peu d'attractivité qu'il y a, il va falloir augmenter les ressources en pharmaciens. Donc il va falloir jouer à la fois au niveau de l'université. Je sais qu'on voit que les étudiants attendent toujours une réforme des études du 3e cycle, des études de pharmacie. Ils attendent toujours justement d'avoir une meilleure formation pratique pour être effectifs tout de suite. Justement pour être en pratique tout de suite. Donc tout ça, ça a l'air de traîner un peu. Je vais dire un peu pour être gentil. Et puis, donc ensuite, il y a bien sûr tout ce qui va être le financement. Donc, c'est une nouvelle mission que l'on va attribuer aux pharmaciens. Il va falloir qu'elle soit bien calculée, qu'il y ait une bonne rétribution. Pourquoi ? Parce que ça va permettre aussi d'attirer des vocations. Il faut que les gens, donc ce qu'on disait, qu'ils retrouvent un bon équilibre, qu'ils soient motivés, que le pharmacien organise sa pharmacie pour donner des tâches qui soient motivantes et puis respecter la vie privée des gens. Mais ici, il faut qu'ils les rémunèrent correctement. Donc ça, c'est un point important. Et ce qu'on disait donc sur le problème des déserts médicaux et des pharmacies qui sont malheureusement en perte de profitabilité, il va falloir aussi que l'État mette la main à la poche, encore une fois, ou qui mettent au moins une législation, quelque chose qui facilite le maintien de toutes ces petites pharmacies qui sont, on l'a vu, donc très importantes pour lutter contre les déserts médicaux. Donc c'est un peu, je dirais, globalement ce qu'on peut anticiper sur ce qu'on peut attendre de tous ces nouveaux métiers de la pharmacie. Et Julien, pour synthétiser ce qui vient d'être dit, votre vœu pour l'avenir ? Alors, je trouve que ce qui est très important, c'est ce que vous avez dit s'agissant de la manière de présenter les choses. La délégation de compétences, c'est pas une médecine au rabais. Au contraire, quelque part, c'est un vecteur d'amélioration. Et ça m'a fait penser à un autre sujet qui est celui des décrets de compétences des paramédicaux. Aujourd'hui, les décrets de compétences des paramédicaux sont en fait en négatif, sont définis par la négative du périmètre d'attribution médicale. Ce serait quand même bien, c'est en projet, mais pour l'instant ça n'arrive pas, que les décrets soient faits dans le bon sens, en définissant les missions positives qui sont dévolues aux paramédicaux. Voilà. Et puis bien sûr, l'enjeu de la formation derrière, parce que c'est pas tout de leur assigner des missions plus importantes, il faut que leur formation soit au niveau, mais on en reparlera tout à l'heure. Juste après. Donc vous allez prendre ma place à faire les teasings de la sorte. Merci Julien. Lucien, dernier mot de la fin ? Écoutez, dernier mot, j'aimerais qu'on ne parle plus d'assurance maladie et que notre ministre de la Santé nous parle enfin de l'assurance santé, première chose. J'aimerais aussi que l'on considère que la santé, c'est un investissement et non pas un coût, et donc revaloriser toutes les professions, infirmières, kinés. Je pense à mes préparateurs en pharmacie qui sont devenus aujourd'hui des acteurs de santé par le texte et sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer pour développer les missions. Je pense que aussi, nous, professionnels de santé, on devrait s'adresser à d'autres financeurs, qui sont les financeurs privés et les assurances complémentaires, qui ont aussi tout intérêt à ce que nos concitoyens se portent de mieux en mieux ou se portent mieux. Voilà. Nécessité d'avoir d'autres coopérations. Merci à tous les quatre. On a parlé financement, ça nous laisse une parfaite transition justement avec le tout petit témoignage vidéo qu'on va avoir. Le professeur Guy Valencien, là aussi qui est un des précurseurs, que ça fait des années qu'il demande justement à avoir une meilleure coopération dans l'interprofessionnalité. Il va nous expliquer pourquoi justement et en quoi c'est nécessaire et quels sont les nouveaux modes de financement. Je vous remercie à tous les quatre et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Tout de suite, la vidéo du professeur Valencien. Notre système de santé est en pleine mutation sous l'effet combiné de deux éléments clés qui sont le transfert de tâches vers d'autres professionnels et l'abandon progressif, dans la majorité des cas, du paiement à l'acte. Je m'explique. Le transfert de tâches est une évolution naturelle, je dirais, de l'exercice médical, en ce sens que de plus en plus les personnels non médicaux, comme les pharmaciens, les sages-femmes, qui, elles, sont en profession médicale, mais les infirmiers, les kinésithérapeutes, les orthoptistes, les orthophonistes et autres,
ont bien évidemment la capacité aujourd'hui, en lien en plus avec l'intelligence artificielle, de poser un diagnostic, de prescrire une thérapie, voire de la réaliser eux-mêmes. Et cela met en porte-à-faux complètement, je dirais, les ordres médicaux et les syndicats de médecins qui voient rouge en se disant mais si ce sont les autres qui peuvent faire, nous n'aurons plus rien à faire. Ce qui est faux. On est en train de passer d'un système où le médecin ordonnait en disant tu peux faire ceci ou cela, et le déléguant simplement à un système où il y aura transfert non seulement de l'acte mais de sa responsabilité. Et c'est un changement totalement radical qui s'opère, ce qui amène à se poser la question de l'intérêt du paiement à l'acte aujourd'hui, puisque si c'est pas moi qui le fais, c'est pas moi qui touche. Et donc on voit bien que, notamment la jeune génération de médecins, est de plus en plus tentée par des formes autres de financement, à la capitation, une partie au salaire pour ce qu'il restera des tâches administratives incompressibles, et une partie non pas à l'acte, mais probablement à la demi-journée ou à la journée, comme le font les conseils, les boîtes de conseil, et en sachant qu'il y aura tout de même, évidemment, un minimum de consultation à assurer, sinon certains pourraient ne rien faire. Il faut qu'on en arrive à ce que le médecin, notamment le généraliste, dans son rôle de régulateur de toutes les données qui vont arriver des autres spécialistes d'organes, des infirmiers, du pharmacien, des kinés, des sages-femmes, puisse prendre le temps de la consultation lente et de l'accompagnement long des patients atteints notamment de pathologies chroniques, ce qui les amène à véritablement être dans une dynamique différente de celle d'aujourd'hui au cours après l'acte. C'est donc une nécessité absolue de voir à la fois ce transfert de responsabilité vers d'autres et de paiement autre, de façon à rebondir et à retrouver la place éminente du médecin généraliste qui n'est pas assez payé aujourd'hui et qui devrait l'être à l'égal des autres spécialistes, bien évidemment, et qui, dans son rôle d'intégrateur, de médecin externiste par rapport à l'interniste, je dirais, ou de centre dans l'équipe de foot qui passe les ballons et qui coordonne tout avec son expérience et sa qualité scientifique, et humaniste qui coordonne toutes les données pour les exposer aux patients et faire en sorte de rentrer dans sa maladie en l'accompagnant. Voilà le vrai rôle demain du médecin généraliste que nous souhaitons voir éclore dans cette espèce de situation d'une équipe référente de prévention, de soins et de réhabilitation, au sein duquel le généraliste aurait la place centrale.